Chers collègues, pour ceux qui étaient présents lundi soir, visiblement la solution retenue ce soir pour que nous puissions mener nos travaux à distance marche beaucoup mieux. Soyons-en fort aise. Quelques mots avant que nous nous attachions aux travaux et à l'ordre du jour, pour vous rappeler que je vérifie en même temps, puisque je le vois s'afficher, qu'il vaut mieux que chacun d'entre nous, quand il ne demande pas la parole, puisse éteindre son micro pour que la qualité des échanges, même par l'outil informatique interposé, soit au rendez-vous. Je vous en remercie. N'hésitez pas à demander la parole. Si par inadvertance, je ne vous voyais pas demander la parole, n'hésitez pas à la prendre pour vous signaler. Vous l'avez vu, chers collègues, depuis hier soir, nous faisons face à une nouvelle épreuve. Épreuve pour ceux qui, une nouvelle fois, vont devoir fermer leurs portes à leurs clients. Épreuve et incertitude dans les familles pour assurer la prise en charge des enfants dès mardi. Et dès hier soir et aujourd'hui, toute la journée, les élus et les agents de la ville de Morlaix sont mis en action pour gérer ces nouvelles mesures qui ne sont ni le premier confinement de mars 2020 strict, ni le second de novembre qui avait vu les écoles rester ouvertes. Allô? Allô, allô? Bonjour, Oui, vous nous avez m'entendez? rejoint. Ah, super. Ouais. C'est qui? Je me permets de C'est poser la Marie, question. pardon. C'est Bonsoir, Marie, Galounet. Marie. J'arrive pas à me connecter par... je sais pas pourquoi. On vous entend très, très bien. Ah, tant mieux, merci. Merci de couper vos micros. Et je vous le disais à 7 heures, et malheureusement, sans les textes réglementaires nécessaires qui ne sont pas encore arrivés, nous construisons le maintien des services de la ville. En premier lieu, l'accueil des enfants des personnels prioritaires dès mardi, personnels médicaux, socio-médicaux, sociaux, également des forces de l'ordre, mais toujours en l'attente à 7 heures du périmètre exact. Le directeur général des services par intérim, Julien Besnard, nous quittera à 19h30 pour suivre une visioconférence mise en œuvre par les services de la préfecture et, je l'espère, avec un maximum de renseignements. Ouverture minimale, nous en avions parlé également, de la piscine pour assurer la formation au BNSSA, Brevet national de sauvetage et de secourisme aquatique, pour préparer l'été, et appui social du CCAS dans une optique d'aller vers nos habitants les plus fragiles. Une nouvelle fois, avant de commencer nos travaux, je remercie la mobilisation sans faille du service public municipal qui se poursuivra avec, je l'espère, rapidement les informations nécessaires que nous attendons de l'État. Le président de la République l'a souligné, la solution, c'est la vaccination. Le centre de vaccination de Langolvas à Morlaix monte en puissance. 400, puis bientôt 500 vaccinations par jour. Enfin, une visibilité sur la stabilisation des moyens nécessaires à son fonctionnement a été convenue avec les services de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il était temps, mais une nouvelle fois, avec les agents de la ville de Morlaix aux avant-postes pour le créer, nous avons pu mettre ce service à disposition. L'impatience est grave, l'impatience est grande, pardon, grave aussi, et le travail de régulation quotidienne avec le logiciel occupe grandement les agents qui le suivent. Désormais, les créneaux plus nombreux devraient fluidifier l'accès à la vaccination et la couverture vaccinale maximale. Avant le début de nos travaux, je voulais également, comme bon nombre d'entre vous l'ont fait, rendre un hommage à Alain David, élu de la ville de 1977 à 2008, 31 ans au service de la ville. Que cet hommage soit aussi un hommage rendu aux élus, anciens ou actuels, qui œuvrent au service des Morlaisiennes et des Morlaisiens. Je vous associe tous donc à cet hommage. Merci à vous. Je vais nommer le secrétaire de séance, demander à Yvon Laurence d'accepter cette tâche. Oui, merci Yvon. Et je vais procéder à l'appel des membres du Conseil. Jean-Paul Vermeau, je suis présent. Ismaël Dupont.
Présent. Catherine Tréanton, Présente. Yvon Laurence, Présent. Nathalie Barnet, Présente. André Laurent, Présent. Valérie Scatolin, Présente. Frédéric Laminotte, Présent. Laetitia Tosser, Présente. Jérôme Plouzen, Présent. Françoise Keinec, Présente. Patrick Gambache, Présent. Marie-Françoise Madec, Patricia Stéphan, Présente. Amada Zoubeiri, Présent. Élise Kerebel, Catel Salazar, Présente. Henri Merlin Gaba Ngaba, Présent. Edith Fer, Présente. Élodie Postolek, Présente. David Guillaumard, Présent. Christelle Breton, Présente. Ghislain Guingamp, Présent. Maëla Burlot, Présente. Jolane Faucheur, Présent. Eugène Davillers-Caradec, Présent. Agnès Lebrun, Présente. Jean-Charles Pouliquin, Présent. Annie Piriou, Présente. Georges Oregan, Présent. Charlotte Julie, Présente. Christophe Stewart, Présent. Marie Galouedec. Présente. Merci à vous tous. Il me revient de vous faire part des attributions déléguées prises depuis le dernier conseil municipal. Avez-vous des questions sur ces attributions déléguées? Pas d'intervention. Nous allons procéder au compte rendu du conseil municipal du 25 février 2021. Y a-t-il des interventions sur ce compte rendu? Je ne vois pas de demande de prise de parole. Je vais le soumettre à votre vote. Je vais appeler, comme à l'accoutumée, les abstentions, les votes contre. Faites-vous connaître si vous participez à l'un ou l'autre. Et sinon, votre vote sera répondu acquis. Alors, pour l'adoption du compte-rendu du conseil municipal du 25 février, y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, merci. Des oppositions? Il n'y en a pas. Et je cède la parole à Ismaël Dupont pour la première délibération, le vote des taux d'imposition 2021. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, considérant que la loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d'habitation sur les résidences principales, considérant que depuis 2021, 80% des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d'habitation sur leur résidence principale et que pour les 20% de ménages restants, l'allègement sera de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. Considérant qu'en 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d'habitation au titre de sa résidence principale, considérant que la taxe d'habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour la taxe d'habitation sur les locaux vacants, si délibération de la commune pour cette dernière, considérant que le taux de taxe d'habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de l'année 2019 et que la commune retrouvera la possibilité de moduler les taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants à partir de 2023. Considérant que cette disparition du produit fiscal de la taxe d'habitation sur les résidences principales sera compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues sur leur territoire, considérant que chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de la taxe foncière
ce qui représente 15,97% pour notre territoire, qui viendra s'additionner au taux communal de la taxe sur le foncier bâti 2020. Il vous est proposé donc de fixer le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'exercice 2021 à 41,12% et à fixer le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l'exercice 2021 à 71,50%. Sachant que pour ce qui est des parts communales de ces différentes taxes, elles restent inchangées par rapport à 2020. Donc, il faut additionner la taxe foncière communale sur les propriétés bâties, dont le taux reste inchangé, avec la taxe foncière départementale sur les propriétés bâties, pour aboutir à ce taux de 41,12%. Donc, je précise que la Commission des affaires générales et financières a émis un avis favorable à l'unanimité sur cette délibération. Fil des interventions, Charlotte Julie. Oui, je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc, pendant votre mandat d'opposition 2014-2020, vous ne cessiez de relever que la baisse des impôts des Morlaisiens de 1% chaque année depuis 2017 était insuffisante. Lors de la campagne municipale, vous clamiez haut et fort, et vous l'aviez écrit sur votre programme, je cite, « Un nouveau pacte fiscal ». Dès notre élection, nous réviserons à la baisse le taux des impôts locaux de façon à ce que la part du montant des impôts collectés soit identique à celle de 2019. Ensuite, nous mettrons en place un plan pluriannuel pour baisser significativement le montant de la part communale. Vous pourriez vous justifier avec le coût des projets réfléchis, décidés, initiés par notre équipe, toujours en cours, comme la plateforme culturelle, le musée ou le skatepark, dont vous avez hérité, mais vous étiez dans l'opposition à ce moment-là et vous avez toujours eu connaissance des montants engagés, que ce soit en commission ou en conseil municipal. Il n'y avait donc pas de surprise. Alors, vous pourriez aussi vous défendre avec la crise sanitaire de la Covid-19, mais je doute que les Morlaisiens veulent encore entendre ce discours aujourd'hui. Alors, non seulement vous ne baissez pas le taux de la taxe foncière, mais encore moins le taux de la taxe d'habitation. Vous avez donc menti aux Morlaisiens. Une ville plus active, vous disiez. Vous citiez en 2020, Morlaix mérite mieux que la situation actuelle. Le temps du grand sommeil est terminé. Permettez-moi de conclure par le temps des premiers mensonges à bel et bien solide. Je vous remercie. Merci de votre première intervention, Charlotte. Je n'oserais dire que quelquefois, dans la vie, l'hôpital se moque de la charité, mais permettez-moi de répondre très précisément sur votre intervention. Nous nous sommes effectivement collectivement engagés à la stabilité de la masse des impôts collectés, avec une évolution des bases décidées par l'État de 0,2% sur une évolution de la collecte de 0,7, dont 0,5 dévolu à l'augmentation physique, c'est-à-dire à l'augmentation des surfaces habitables taxables. Oui, dans ce cadre très spécifique du premier budget de 2021, nous l'assumons. C'est une quasi-stabilité et par rapport à ce que nous avons défendu durant la campagne, permettez-moi de ne pas retenir le qualificatif de mensonge que vous pouvez utiliser à ce moment de votre intervention. Stabilité, donc 0,2% d'augmentation des bases. Et vous dites, nous étions donc au courant de tout. Je n'aurai le temps immédiatement de me replonger dans les différents débats que nous avons pu avoir au conseil municipal. Mais nous sommes toute la majorité fort surpris de votre intervention, puisque quand nous sommes arrivés aux affaires, il n'y avait rien de prévu budgétairement pour assumer les nouveaux emplois de la plateforme. Il y avait eu la directrice de recruter, mais sur le fonctionnement de cet outil, rien. Sur l'évaluation des charges de cet outil, nous les assumons également, quelques dizaines de milliers d'euros. Vous parlez de prévisions que vous aviez pu faire, oui. Vous aviez certainement envisagé de les faire. Nous les assumons. Dernièrement encore, vous vous demandiez pourquoi si nous ne vivions pas sur la bête en continuant les projets. Mais nous l'assumons, oui. Nous n'allons pas arrêter des projets qui sont désormais à deux doigts d'être inaugurés. Je parle là de la plateforme. Je
culturel, la virgule. Je parle également du skatepark. Et j'aurai honnêtement plaisir à vous inviter, ceux des membres de la majorité précédente qui ont participé à ce projet, à leur future inauguration. Nous n'allons pas arrêter les projets qui arrivent dans leur phase bientôt d'ouverture. Votre intervention se veut somme toute encore celle quasi d'une campagne municipale. Elle est malheureusement derrière nous, dans le cadre du respect du choix démocratique fait par les Morlaisiennes et les Morlaisiens. Je ne reviendrai pas, je ne vais pas me relancer en campagne. Les prochaines élections municipales attendront. Par contre, assurer la stabilité des taux avec des augmentations de charges, des niveaux d'investissement majeurs que nous assumons aussi sur le musée, par exemple, qui est la plus grosse allocation d'investissement du budget, nous allons le voir dans quelques instants. Je crois que nous n'avons pas à rougir effectivement, non pas 0, mais 0,2% d'évolution des bases. Vous dites, les Morlaisiens ne veulent plus entendre parler du contexte sanitaire. Le lendemain de l'allocution du président de la République qui plonge bon nombre de nos concitoyens, comme je le disais dans mon propos introductif, dans les difficultés, dans les doutes, dans les incertitudes. Nous ne serions pas le 1er avril, on pourrait croire que c'est une blague, de considérer que la crise sanitaire est derrière nous dans votre première intervention de la soirée. Nous sommes de nouveau totalement impactés. Nos commerces, je le disais, en nombre vont être impactés dès la semaine prochaine. Nos écoles vont être fermées. Pouvoir dire, en toute première intervention du conseil municipal, que les Morlaisiens ne comprendraient pas qu'il y a des coûts associés à la crise, alors que partout, les mesures sanitaires imposent le port du masque, partout, le gel hydroalcoolique fait désormais dans nos écoles, dans nos services publics, partie du quotidien. Partout, les procédures, dès que l'on utilise un bureau ou une salle, obligent à des considérations sanitaires de désinfection après chaque utilisation. Je ne trouve pas ça très sérieux. Permettez-moi de vous le dire. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, je vais vous répondre, s'il vous plaît. Je vous en prie, Charles. Alors, j'aimerais que déjà, dans un premier temps, vous ne déformiez pas mes propos parce que je n'ai jamais parlé de la crise sanitaire qui n'était pas importante. J'ai surtout dit que les Morlaisiens ne veulent plus entendre que tel investissement ou telle chose ne peuvent pas être faites à cause de la crise sanitaire et à cause du Covid. Donc, s'il vous plaît, ne déformez pas mes propos parce que je n'ai jamais dit ça. Aussi, quand j'ai repris certaines phrases de votre programme municipal, vous vous êtes engagé sur des promesses et aujourd'hui, vous ne les tenez pas. Alors, il y a des contextes, certes, mais quand on tient des promesses, on va jusqu'au bout. Ismaël Dupont. Ce que je voulais dire en réponse avec votre propos, Charlotte Julie, c'est que les années précédentes, donc quand vous étiez dans la majorité, vous avez certes décidé d'une diminution de 0,1% des taxes. 1%, pas 0,1, 1%. De 1% des taxes. Seulement, en fait, le produit fiscal… Je me permets d'intervenir. Il est hors de question que l'on coupe la parole aux intervenants. Je suis responsable de l'organisation des débats. Vous connaissez, vous avez tous adhéré au conseil, à notre règlement intérieur. Donc, ne coupez pas la parole, s'il vous plaît. Vous aurez toute l'occasion de la redemander. Charlotte Julie, Ismaël, tu peux terminer ton intervention. Oui, donc je disais que vous avez décidé d'une augmentation continue des impôts locaux des Morlaisiens. Seulement, le produit fiscal perçu par la ville augmentait, lui, aussi bien en 2019 qu'en 2018, en lien avec la revalorisation des bases de l'État. Cette année, l'augmentation du produit des impôts locaux représente 80 000 €.
ce qui est une augmentation inférieure en fait, aux augmentations réelles en fait, du produit fiscal de l'impôt les années précédentes, même avec la baisse des taux. Donc, quand on dit qu'on stabilise le produit fiscal, il faut prendre la déclaration au sérieux, puisqu'en fait, la seule raison d'être en fait, de la dynamique du produit fiscal, qui est très modérée, 80 000 euros sur un budget de 23 millions d'euros, elle est due et à la faible augmentation des bases de l'État de 0,2% et à la dynamique des constructions sur Morlaix pour 0,3%. Elle n'est pas due donc à des variations de taux. Charlotte Julie. Je vous remercie, Ismaël, pour votre intervention. Je resterai quand même sur mes positions. Vous vous êtes engagé auprès des Morlaisiens pour baisser les taux d'imposition. Aujourd'hui, votre premier budget, 2021, vous ne le faites pas, donc vous mentez. Vous avez menti. Madame Julie. Madame Julie. Alors, repassez-vous maintenant, c'est disponible en podcast. Repassez-vous le débat du deuxième tour, où encore avec des ressources de mémoire totalement préservées, je me souviens exactement de ce que j'ai dit, et notamment dans les différents conseils municipaux. Stabilisation du niveau des impôts collectés en masse. J'assume, et je vous le dis, cette augmentation des bases de l'État de 0,2%, tout simplement parce que le contexte d'un certain nombre d'investissements, et je le redis, l'investissement majeur encore pour cette année 2021, c'est le musée. J'assume qu'effectivement, quand nous avons dû reprendre le projet de la plateforme culturelle désormais dénommée la Virgule, eh bien, il a fallu créer les emplois et que nous n'avons pas trouvé, en travaillant avec les services de la ville, de prévision sur ce montant des emplois, ni même d'intégration du montant des charges qui aurait pu être compensé. S'il vous plaît, coupez vos micros. Merci. J'assume qu'effectivement, nous avons dû assumer ces surcoûts. Nous avons dû, je vous le redis une nouvelle fois, face à la crise, assumer de nouveaux surcoûts comme vous avez dû le faire en début 2020. Nous ne sommes pas revenus là-dessus et qu'ils sont directement liés à la crise sanitaire. Et je vous ai dit, si je vous ai entendu, si je vous avais bien compris, les Morlaisiens ne veulent plus entendre cette justification pour leur expliquer qu'on ne peut pas faire face à des investissements. Et pourtant, vous le découvrirez dans quelques instants dans le budget primitif présenté par Ismaël Dupont, il y a d'ores et déjà les premiers financements de nos actions. Il y a d'ores et déjà nos projets qui se mettent en œuvre. Donc, sincèrement, moi, je suis sorti de la campagne municipale. Nous sommes dans une gestion rigoureuse des finances de la ville, dans une gestion équilibrée, qui à long terme, comme nous vous l'avons présenté dans le débat d'orientation budgétaire, doit nous permettre de dégager 6,5 millions d'investissements tous les ans pour mettre en œuvre notre programme, sans dégrader les ratios d'épargne brute et d'épargne nette de la ville. Cette année, nous allons le présenter, nous l'avons déjà vu dans le rapport d'orientation budgétaire et dans le débat qui a été présenté, nous serons plutôt à des niveaux de 12 millions sur les investissements. Et un certain nombre des coûts partis, comme on a l'usage de le dire, du mandat précédent. Eh bien, nous devons les assumer. Sur le coût majeur quand même, et nous devrons y revenir prochainement, puisque M. Gambache, à côté de moi, a été nommé comme chef de projet du musée. Il nous a fallu immédiatement, dès cette année, réviser un certain nombre de points essentiels du projet pour contenir, dès cette année, le coût notamment en termes d'investissement. Donc, j'entends ce que vous dites. Je vous le renvoie, la délicatesse que vous avez de prononcer le mot mensonge et mentir, permettez-moi de considérer que je ne vais pas y faire attention.
0,2%, je l'assume au vu du contexte particulier que nous traversons. Et une nouvelle fois depuis hier soir et dès mardi pour nos concitoyens. Monsieur Henri Merlin Gaba Ngaba, vous avez demandé la parole? Oui, c'était pour appuyer ce que vous venez de dire en réponse aux propos de Madame Charlotte Julie. La majorité assume pleinement ses engagements, ses propositions de campagne, mais n'oubliez pas que dans une démocratie, on dit souvent, il y a un principe élémentaire de droit qui dit que l'État est une continuité. L'État est une continuité. Donc, quand les élections ont pris fin, les Morlaisiens ont choisi le projet le plus attrayant. Justement, mais on ne va pas battre en brèche l'œuvre que vous avez initiée. L'État est une continuité. Donc, nous allons continuer ce que vous avez initié et souffrez un peu. La circonstance exceptionnelle nous requiert tous un peu de retenue. Voilà, sur le mensonge, les Morlaisiens comprennent bien que nous sommes dans une circonstance exceptionnelle. Et la crise du Covid-19 a pris le pas. Voilà, merci. Merci, merci Henri Merlin. Y a-t-il d'autres interventions? Et comme je suis sorti de la campagne, je ne reviendrai pas sur certains éléments de la campagne qui pourraient moi aussi m'amener à longuement discourir sur les éléments de la vérité et du mensonge. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas. Je vais procéder au vote. Je vais appeler les abstentions par rapport au taux. Agnès Lebrun, j'ai vu bouger un bras. Agnès? Non pas pour prendre la parole, mais pour dire que je votais contre cette délibération. Alors, j'appelle les votes. Il n'y a pas d'abstention. J'appelle les votes contre. Annie Piriou. Annie Piriou. Christophe Stewart. Jean-Charles Pouliquin. Georges Oregan, contre. Georges Oregan. Contre. Julie. Et Charlotte Julie. 5 votes contre. Je vous remercie. Je n'ai oublié personne. Nous allons pouvoir poursuivre, Ismaël, avec le budget primitif. Donc, vous avez reçu dans votre dossier de séance la synthèse du budget primitif 2021. Donc, il s'agit évidemment d'un document prévisionnel qui se situe dans la droite ligne du rapport d'orientation budgétaire. À la page 3, vous avez la présentation de l'équilibre général du budget. Donc, les chiffres à retenir, c'est en recettes, parce que nos dépenses de fonctionnement dépendent bien évidemment des recettes. Nous prévoyons 23 10 000 € de recettes de fonctionnement, c'est-à-dire une augmentation de simplement 40 000 € par rapport à l'an passé, malgré la création d'un nouveau service, la virgule, qui présente des dépenses de fonctionnement de 63 000 €, sans compter les charges de ménage liées au service Economa, sans compter les charges de fluide. Et malgré également les dépenses, évidemment, liées à la crise sanitaire, qui viennent s'ajouter à celles que nous avions déjà. Pour ce qui est des dépenses d'investissement, Monsieur le maire a parlé tout à l'heure d'un niveau de dépenses d'investissement à 12 443 000 €. Sur ces dépenses d'investissement, il faut retenir qu'il y a un peu moins de 10 millions d'euros de dépenses d'équipement qui correspondent à des travaux réalisés, à des réalisations, donc 9 960 000 € de dépenses d'équipement.
le remboursement du capital pour 1 318 000 euros et un certain nombre d'opérations, l'emprunt de trésorerie étant là pour sécuriser notre fonctionnement courant et nos dépenses d'investissement, mais tout ne sera probablement pas dépensé. Au chapitre, dans la colonne de droite, au chapitre des recettes d'investissement, vous avez un montant qui est fixé pour l'emprunt, fixé à 4 378 000 euros. Il s'agit de l'emprunt d'équilibre sans les reprises de résultats. En réalité, l'emprunt qui devrait être fait en 2021 sera de 3 900 000 euros. À la page suivante, vous avez la présentation donc, du fonctionnement, des recettes, des dépenses de fonctionnement en lien avec les orientations retenues dans le rapport d'orientation budgétaire. Vous avez notamment le chiffre correspondant aux charges de personnel qui ne comprennent pas les charges de personnel remboursées. Donc, ces charges de personnel sont en baisse par rapport au budget primitif 2021, ce qui témoigne aussi de l'effort d'économie réalisé par la ville, mais c'est aussi lié au fait qu'on a pris en compte le réalisé, c'est-à-dire le pré-compte administratif 2020 pour calculer au plus juste ces charges de personnel. Sur la page suivante, à la page 5, vous avez service par service les augmentations de dépenses de fonctionnement pour certains services en bas de la page, comme pour le service finance. Et là, on a l'impact estimé en fait des dotations au magasin pour les masques, les gels, les gants liés à la crise sanitaire, qu'on a estimé à plus 27 000 euros. Pour le service des marchés publics, on prévoit une hausse de 9 515 euros qui est liée à la mise en place d'un service achat qui nous permettra de rationaliser la commande publique et de rationaliser les achats des différents services de la collectivité en essayant de faire des économies. Donc, il y a eu une étude de réaliser et donc on va continuer à mener ce chantier qui est un chantier important pour nous pour chercher à stabiliser nos dépenses de fonctionnement. Quelques augmentations au service informatique liées à des contrats de maintenance qui évoluent à la hausse et l'impact de la création de la plateforme culturelle. Pour ce qui est des baisses de dépenses de fonctionnement dans les services que vous avez en haut de la page 5, certaines sont liées aussi à l'impact de la crise sanitaire. Par exemple, pour la baisse de 34 000 euros du service communication, c'est aussi lié à des événements qui, malheureusement, ne vont pas pouvoir avoir lieu cette année. D'autres dépenses de fonctionnement prévisionnel sont liées en fait à la prise en compte des budgets réalisés. Par exemple, pour le service enseignement, on intégrait des dépenses de fonctionnement liées à la restauration scolaire qui était tous les ans un peu surévaluée par rapport au réalisé. Et là, on s'est indexé plus sur la dépense réelle en comparaison des années précédentes. À la page suivante, vous avez au chapitre 012 les charges de personnel. Donc, elles s'élèvent cette année à 12 509 540 euros, intégrant donc une part des dépenses de personnel remboursées de nos budgets annexes. Et comme je l'ai dit précédemment, en fait, on s'est basé pour fixer ce niveau des dépenses de personnel
sur le réalisé en fait, de 2020, plus que sur le budget primitif, en prévoyant quand même de rester sur une enveloppe qui est contrainte, puisque l'objectif est bien de stabiliser nos dépenses de fonctionnement et que les dépenses de personnel représentent à peu près la moitié des dépenses de fonctionnement. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante, vous avez les subventions versées aux associations que l'on prévoit en légère hausse de 14 900 € par rapport au budget primitif 2020, et la subvention au CCAS, 590 000 € si on inclut le dispositif de réussite éducative dans cette enveloppe. Vous avez également la prise en compte du fonctionnement du pôle petite enfance, on y reviendra tout à l'heure, mais qui représente une dépense de fonctionnement importante pour la ville, puisque c'est chaque année 1 million d'euros qui sont inscrits en prévisionnel, et c'est le cas aussi en 2021, pour la subvention d'équilibre du pôle petite enfance. Sachant que l'année précédente, on a consommé 600 000 € à peu près sur ces 1 million d'euros. Donc, tout ne sera probablement pas non plus consommé cette année. Pour ce qui est du chapitre 66, charges financières, donc ça correspond au remboursement des intérêts de nos emprunts pour 284 100 €. Donc, on est quasiment à l'équilibre par rapport à l'année précédente. Pour le chapitre 67, les charges exceptionnelles, cela inclut notamment la subvention d'équilibre du budget annexe de l'Angolvas, qu'on estime être en hausse de 57 960 € cette année, ce qui portera la subvention d'équilibre globale à 157 960 €. C'est dû, bien évidemment, et on en a parlé tout à l'heure par rapport à la stabilisation du taux des impôts, à l'impact de la crise sanitaire et à un certain nombre d'événements qui ne vont plus avoir lieu, ce qui implique aussi des pertes de recettes. Par contre, pour la cuisine centrale, la subvention d'équilibre a été fixée à 80 000 € avec des impondérables. On a appris hier qu'on allait devoir absorber aussi le coût de 2 semaines en moins d'école, avec du coup des recettes sur les facturations de repas qui ne vont pas rentrer pour la cuisine centrale. L'an passé, je rappelle que la subvention d'équilibre à la cuisine centrale a été augmentée de 400 000 € par rapport à la subvention d'équilibre normale. Donc, c'est aussi toutes ces raisons qui nous amènent à de la prudence par rapport à la fixation des taux d'imposition. À la fin de la page 7, vous avez la question de l'autofinancement, qu'on se fixe pour objectif, mais qui est quasiment incontournable, un autofinancement de 1 million d'euros. Il est d'autant plus nécessaire en fait qu'on ne peut pas, pour rembourser l'emprunt, capital et intérêt, emprunter. Donc, il faut absolument réaliser un excédent sur notre fonctionnement si on veut pouvoir rembourser le capital et les emprunts de la dette. Alors, pour ce qui est des recettes, à la page 8, comme je l'ai dit en préambule, on prévoit une augmentation de recettes globales de 40 000 € par rapport au budget primitif 2020. Sur la page suivante, vous avez l'analyse en fait du détail de ces recettes. Ça commence par des recettes tarifaires liées aux différentes tarifications des services de la ville. On est parti sur des prévisions raisonnablement optimistes qui n'intègrent pas de chute brutale des recettes liées à la crise sanitaire. Pour l'instant, pour ce qui est des recettes de stationnement,
On a le sentiment que les premières semaines sont très concluantes sur le système qui a été adopté et devrait confirmer en fait la prévision que nous avons faite sur ces recettes. Pour ce qui est du chapitre 73 sur le produit des impôts et des taxes, donc, vous pouvez lire qu'il est en augmentation de 1,6% en 2021. Une précision quand même pour comprendre ce chiffre, c'est que le chapitre 73, donc sur les recettes fiscales, intègre, contrairement à l'an passé, le reversement de la compensation de la baisse de la taxe d'habitation par l'État et notamment le transfert de la part départementale sur le foncier bâti. Je ne relis pas l'explication hein, sur l'évolution de la taxe d'habitation, le transfert de la taxe de foncier bâti départemental, du taux départemental, puisqu'on ça a fait l'objet de la délibération précédente. Ce qui est important, c'est de nuancer le chiffre qui est à la page 10, puisque vous avez un chiffre qui intègre le produit des 3 taxes ménages qui augmente de 370 000 € par rapport à l'année 2020. Donc ça comprend en fait le reversement sur ce chapitre de recettes de la compensation d'État sur les pertes de recettes liées à la taxe d'habitation. Le vrai chiffre de l'évolution du produit fiscal, vous l'avez en bas de la page 11, c'est-à-dire l'évolution du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières, majorée des compensations et estimée à 80 460 €, soit une évolution de 0,7% par rapport au réel de l'année 2020. Alors justement, pour ce qui est du chapitre 74 sur les dotations et participations d'État, elle baisse, mais là encore, cette baisse est à nuancer par un transfert d'un chapitre à l'autre, donc de la compensation sur la réforme de la taxe d'habitation. Donc en fait, la baisse est moins importante en réalité, puisqu'il y a un transfert d'un chapitre à l'autre. Ce qu'il faut retenir dans ce chapitre-là, c'est essentiellement le fait que la ville n'est plus éligible au fonds de péréquation intercommunale. Donc, vous avez un tableau à la page 12 en fait, qui montre que en 2018, on touchait 161 000 € au titre de ce fonds. En 2019, 100 000 € et quelques. En 2020, encore 48 000 €. Et en 2021, nous ne touchons rien au titre du FPIC. Ce qui se traduit donc par une légère baisse du montant global des dotations et participations d'État. Quand je dis légère, le propos est à nuancer parce que cette légère baisse des dotations d'État est quand même à mettre en rapport avec une augmentation spectaculaire des charges liées à la crise sanitaire, mais pas que, liées par exemple à l'évolution aussi du prix des fluides, électricité, gaz, et donc c'est quand même un point de vigilance, hein, et c'est pas nouveau, mais depuis des années, le niveau des dotations d'État diminue en réel, alors que les charges des collectivités et les besoins de services publics auxquels elles répondent a, lui, tendance à augmenter. À la page 73, vous avez une présentation des dépenses de fonctionnement par grand poste de dépenses. Donc, c'est un tableau qui est tout à fait intéressant puisqu'il regroupe différents services. Vous pouvez voir, par exemple, que les dépenses de la ville liées à l'enseignement et à la formation, si on inclut la restauration scolaire, la garderie, les dépenses de ménage dans les écoles,
équivalent à 18% des dépenses de fonctionnement globales de la ville, que les dépenses liées à la culture en fonctionnement, hein, pas en investissement, équivalent à 11% des dépenses de fonctionnement de la ville, que les dépenses liées aux interventions sociales et de santé équivalent à 4,5%, en incluant la subvention d'équilibre au CCAS, mais sans inclure le budget global du CCAS, parce que le CCAS a également d'autres financeurs. Pour ce qui est des dépenses liées au loisir des enfants, à la garde des enfants, à la subvention d'équilibre du pôle petite enfance, sans inclure le budget global du pôle petite enfance, on est à 8,7%. Et pour ce qui est de l'aménagement et services urbains, environnement, les services techniques, en gros, on est à 17%. Vous avez un diagramme à droite qui vous permet aussi d'identifier, de visualiser la part prise par chacun de ces grands domaines en fait, d'intervention publique au service de la vie quotidienne des Morlaisiens dans le budget de la ville.